Chers téléspectateurs de Wafrica TV, la grande question vous propose aujourd'hui une discussion sur la coutume et la loi. Et pour cette discussion, nous avons invité le docteur Richard Macon. Bonjour docteur. Bonjour Jacques, bonjour à Claude. Bonjour docteur Claude Bekombo. Bonjour Jacques, bonjour docteur Richard Macon. Merci de m'avoir invité. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de Wafrica TV. Merci d'accepter d'entrer dans cette discussion sur des concepts qui, à notre sens, sont hautement importants. Docteur Claude Bekombo, nous allons discuter sur la coutume et la loi. Qu'est-ce que la coutume d'abord? La coutume peut être considérée à deux niveaux. Le premier niveau, c'est le fait que la coutume incarne la consécration de nos pratiques et usages traditionnels. C'est-à-dire que nous parlons là de coutumes culturelles, c'est-à-dire qu'ensemble d'usages et de pratiques qu'une société ou alors une entité sociale considère comme étant des pratiques séculaires et des pratiques ancestrales, et que ces populations-là mettent en œuvre ou alors pratiquent de manière répétitive. Cette coutume-là, c'est la coutume traditionnelle, c'est la coutume culturelle que tous les peuplades peuvent pratiquer à travers le monde. Elle n'est pas spécifique à des espaces donnés. Alors, le deuxième pendant ou deuxième niveau de compréhension de la coutume, c'est la coutume dans son sens juridique. C'est-à-dire que c'est une consécration juridique d'une pratique permanente, répétitive, qui est considérée comme étant une règle obligatoire ou une règle de droit. C'est-à-dire que ceux qui pratiquent, ceux qui mettent en œuvre cette règle-là, cette pratique-là, considèrent cette pratique-là comme étant le droit. Donc ils ont, à un moment donné, la perception qu'ils obéissent à une règle de droit. Et au niveau juridique maintenant, nous avons donc la consécration de cette pratique-là comme étant, on consacre cette pratique-là dans le droit positif, et cette pratique-là devient une coutume juridique. Donc les coutumes qui ne sont pas encore consacrées par le droit sont considérées comme des coutumes sauvages, c'est-à-dire qu'effectivement la pratique peut différer d'un point à l'autre, mais les coutumes qui sont consacrées par le droit sont considérées comme des coutumes sages, en référence à René Jean Dupuy qui a donné cette catégorisation. Et donc coutumes sages, c'est-à-dire c'est des coutumes qui sont inscrites dans un instrumentum juridique qui permet que le juge ou alors le justiciable puisse revendiquer de l'application de cette coutume-là. Dans les coutumes sages, on peut avoir des coutumes diplomatiques comme la pratique du tapis rouge, et ainsi de suite, qui ne sont pas consacrées nécessairement par des règles juridiques. Donc, à l'intérieur de la coutume comme élément juridique, nous avons deux tendances. À l'intérieur de la coutume comme élément culturel, nous avons la tendance juste de la pratique des usages et activités sociales permanentes que les autres reconnaissent comme étant le droit. Donc voilà un peu ce que l'appréhension que nous pouvons avoir de la coutume dans ces trois pendants. Quand vous parlez de coutume sauvage, vous vous situez au niveau de la société, de la cité politique certainement. Maintenant qu'on parle de coutume, vous vous souvenez dans une autre discussion que nous avons eue sur les chefferies traditionnelles, sur la chefferie traditionnelle dans l'état de droit, il était question pour nous d'analyser que représente la coutume dans la chefferie traditionnelle. Je préfère qu'on essaie de compléter la définition avant de poursuivre. Alors, je pense que nous revenons dans la coutume comme représentation des rites séculiers et des pratiques culturelles d'un microcosme social donné. C'est dans ce sens, c'est le premier sens de la coutume que j'ai identifié. Nous pouvons parler de coutumes des Incas, de coutumes des Bretons ou de coutumes de tel microcosme politique, c'est-à-dire qu'en référence aux pratiques séculières, aux pratiques ancestrales que ces peuplades-là considèrent comme étant des actes représentant
leurs spécificités socio-anthropologiques. Donc ces règles-là sont protégées. Donc c'est la raison pour laquelle on va parler de patrimoine culturel. Le patrimoine culturel englobe les règles coutumières. Donc appliquées aux chefferies traditionnelles, c'est effectivement dans cette logique de la coutume comme représentation de des pratiques ancestrales et des pratiques traditionnelles d'une entité sociologique donnée. Qu'on considère, c'est dans cette perspective-là que la définition de la coutume appliquée à la chefferie traditionnelle peut se faire. Nous avons, au-delà de cette définition, aussi identifié la perspective juridique ou même sociologique de la coutume. Et bien entendu, la coutume sage, ça ne renvoie pas nécessairement à une catégorie langagière. La sagesse, ce n'est pas c'est la méthode de cristallisation et de consécration de la coutume. C'est-à-dire que tant que la coutume reste, pour René Jean Dupuy, tant que la coutume reste dans la logique du respect de la pratique et qu'il n'y a pas une consécration juridique de la coutume, il considère que la coutume est sauvage. C'est-à-dire qu'elle peut avoir une application différenciée selon les endroits. Donc c'est la raison pour laquelle je parlais en représentation de la coutume du tapis rouge, par exemple, dans les pratiques diplomatiques, qui n'est pas codifiée. Donc il n'y a pas eu codification de la pratique et de l'usage. Donc elle reste donc à l'état de coutume sauvage. Et pour lui, la coutume sage, c'est une coutume qui est codifiée. Maintenant, les coutumes culturelles dont vous parlez peuvent entrer dans un cas comme dans l'autre. C'est-à-dire qu'on peut être dans un cas où une coutume peut être considérée comme une coutume sauvage, c'est-à-dire qu'elle reste dans le cadre de la pratique et qu'il n'y a pas eu codification ou consécration de la coutume. Est-ce qu'elle est sauvage parce qu'elle n'a pas été, elle est sauvage parce qu'elle n'a pas été codifiée? Ce n'est pas le déficit de codification qui la rend sauvage, c'est la manière avec laquelle la coutume se pratique. C'est-à-dire que la coutume se pratique en référence aux usages et aux traditions séculaires. Quand on considère cela comme ça, on se rend compte que la coutume est sauvage puisqu'elle peut s'appliquer différemment sur la même question d'un point à l'autre. On va y revenir, on va y revenir, Dr. Claude Bekombo. Dr. Chemakot, vous ne vous doutez pas que je vais vous prier de définir ce que c'est que la loi. Oui, mais je crois que avant de revenir sur la loi, je voudrais faire un ou deux commentaires sur la question de la coutume. Je partage globalement le propos qui a été tenu par le docteur Claude Bekombo. Mais je voudrais simplement insister qu'il est important d'avoir une compréhension d'abord liminaire de ce que c'est que la coutume, en empruntant au langage commun, au langage usuel. Une coutume est une habitude, une façon de faire quelque chose, de façon triviale. On peut par exemple dire dans le cadre de l'harmattan qu'il est coutume de faire telle chose. Nous avons nos habitudes dans le cadre de notre entreprise. Lorsque, par exemple, on a atteint 1000 ou 2000 abonnés ou 3000 abonnés, il y a des rappels qui nous sont faits par une certaine direction pour nous rappeler que il faut déposer le champagne. Voilà, il y a une habitude. Voilà, il y a une coutume en la matière. Donc, ce sont des pratiques répétées qui finissent par s'imposer à une certaine entité, à un certain groupe. Donc, c'est la compréhension donc, de la coutume. Il y a donc de ce fait un lien essentiel, comme le docteur Claude Bekombo l'a révélé, entre la coutume, la culture, l'identité, la tradition. Dans cette perspective qui est essentiellement philosophique et socio-anthropologique, on ne peut pas exclure la compréhension, l'intellection de la coutume avec la dimension culturelle, historique même, socio-anthropologique d'une société. C'est pour ça que les coutumes sont d'abord situées. Comme ce sont des productions de la société, comme ce sont des faits sociaux, toute coutume est située. C'est pour ça justement qu'il insistait sur le fait de coutume corse, de coutume bretonne, de coutume mandingue, de coutume pygmée ou de coutume inca. Les coutumes sont ici, ce sont les faits donc culturels. Mais dans ces faits culturels qui sont produits de société, comme il y a une dimension
du fait social, de l'acte social, de l'agir social qui est réglementé, il y a donc une partie des coutumes qui sont juridiques ou juridicisées. Les différentes coutumes, les différentes habitudes, les façons de faire qui se répètent dans la société ne sont pas toutes saisies par le droit ou n'expriment pas une réalité juridique. Parce que pour qu'il y ait une dimension juridique dans la coutume, il faut qu'il y ait l'idée d'encadrement, l'idée de normalisation de quelque chose. Parce que dans coutume, il y a l'idée de règles. Donc de réglementation, d'encadrement, d'interdiction, d'habilitation, les différentes expressions de ce que c'est que le droit. Le droit norme, il encadre, il habilite, il interdit, il autorise. Donc il faut qu'on sente dans la coutume l'idée juridique, le dessein juridique. C'est ça qui permet donc de faire une différence entre les coutumes qui sont juridiques de celles qui ne sont pas. Maintenant, il faut rappeler que la coutume est la plus ancienne règle de droit. Et c'est la plus ancienne source de droit. Le droit tel qu'il existe aujourd'hui, le droit écrit, n'a pas toujours existé. Les sociétés ont fonctionné avec les règles de droit. Des règles coutumières. Voilà, des règles coutumières. On ne désire pas la femme de son prochain, on n'arrache pas le bien d'autrui, on ne vole pas, on ne fait pas ceci. Ce sont des règles qui sont pour l'essentiel les règles coutumières, même si elles ont été saisies par le droit après. Et donc, c'est la plus ancienne source du droit. Dès que je l'ai dit, il faut aussi préciser que pour qu'il y ait coutume, il y a deux éléments qui sont fondamentaux. Le premier élément est ce qu'on appelle l'élément matériel. Le second est ce qu'on appelle l'élément psychologique. L'élément matériel est justement cette pratique répétée. Il faut qu'on décèle une répétition dans le temps d'une façon de faire pour que celle-ci soit la source d'une coutume. Donc, il faut qu'il y ait une répétition dans le temps. Maintenant, l'une des difficultés, c'est de pouvoir circonscrire ce temps. Est-ce un temps court, un temps long ou un temps très long? Et qu'est-ce qu'on peut entendre par temps court, temps long, temps moyen? C'est l'une des premières difficultés de la coutume. La deuxième des choses, c'est l'élément psychologique. Il faut que les sujets de droit, qui constituent la communauté dans laquelle a émergé la coutume, considèrent celle-ci comme étant obligatoire. Donc il faut qu'il y ait une disposition psychologique qui permette d'accepter la coutume comme étant une règle qui va régir les rapports sociaux. Donc ces deux éléments sont fondamentaux pour déceler donc l'existence d'une coutume. Dès que je l'ai dit, cela me permet de faire le lien, évidemment, avec la question sur ce que c'est que la loi. En rappelant que la coutume comme la loi sont des sources du droit. Dans une cité, vous avez une pluralité de sources du droit. Vous avez, si on insiste sur la société étatique, vous avez la Constitution, vous avez la loi, vous avez la jurisprudence, vous avez la coutume, vous avez les principes généraux de droit, une pluralité de sources qui permettent d'avoir un faisceau de règles de sources diverses qui constituent l'ordre juridique. Et donc, la loi n'est qu'une des sources du droit. Mais là aussi, comme le docteur Bekombo insistait tout à l'heure, il faut avoir au moins deux conceptions de ce que c'est que la loi. Il y a une conception qui est une conception matérielle, très générale, de ce que c'est que la loi. La loi est d'abord synonyme du droit. C'est-à-dire que, de façon triviale, lorsqu'on dit la loi dit que, ce n'est pas la loi dans le sens formel d'un acte législatif adopté après délibération. Quand on dit la loi interdit de voler, la loi interdit de tuer, c'est une compréhension très extensive de la loi qui la rend assimilable au droit. Dans un sens donc vraiment large, la loi renvoie au droit. Mais pour essayer de réduire progressivement pour arriver au sens formel, toujours dans un sens matériel et peut-être plus substantiel, la loi est un acte juridique qui a trois caractéristiques ou quatre caractéristiques fondamentales. Une caractéristique générale, abstraite, impersonnelle et on peut ajouter écrite.
La loi est un acte juridique qui a un caractère général en ce que la loi ne vise pas un individu de façon précise, mais généralement tous les individus sur un espace territorial donné. Un caractère abstrait en ce que les dispositions de la loi ont vocation à ne pas être extrêmement précises, mais d'avoir la capacité à prendre en considération une pluralité de situations juridiques. C'est pour ça que les lois, généralement les lois ordinaires, ont besoin après de décrets d'application qui viennent préciser le sens de la loi et essayer d'adapter la disposition de la loi aux différentes situations, au cas par cas, en procédant donc par à la fois le genre et les différentes catégorisations. Et donc, elle est générale, elle est abstraite, elle est impersonnelle. Impersonnelle, c'est pour ça que vous avez de nombreuses formules impersonnelles lorsque vous parcourez les énoncés juridiques. Nul n'est censé, nul. Voilà. Le commerçant, le législateur, le jurislateur, les gouvernants. On est toujours dans des formules très impersonnelles parce qu'il ne s'agit pas de catégoriser les individus ou de disposer ou d'encadrer une situation qui corresponde à un citoyen donné. Et donc, ce sont les caractéristiques de la loi. Mais du point de vue formel... Je blague un peu. Oui. On peut parler d'une loi Richard Macon. Ce n'est pas le même sens, mais cette loi-là va porter un nom. Quel est le désir social que vise un tel procédé? De donner un nom à une loi. Un nom à une loi. Bon, c'est une pratique qui est très française. Il faut bien situer, c'est une pratique qui est très française, qui est une coutume française, oui, qui consiste à reconnaître, c'est une reconnaissance en fait nationale, okay, pour le travail qui a été effectué par un sujet, ouais, et un sujet de droit, et à la fois à ce moment-là acteur du droit. Il s'agit de récompenser, c'est une reconnaissance nationale à l'endroit d'un élu, d'un haut dignitaire, ou de toute autre personne qui a présidé ou qui a suscité l'avènement d'une loi. Ça peut être une victime même. C'est-à-dire que quelqu'un qui a été sujet, par exemple, dans l'affaire Blanco, qui est à l'origine du droit administratif français, on aurait bien pu avoir une loi Blanco en disant que, voilà, dans cette situation, telle a été victime de telle situation du fait de l'administration, et en reconnaissance, justement, de cette situation qui a été au départ de la discussion pour l'avènement de la loi, on va donner le nom de tel. Donc c'est une délibération. Désolé, vous avoir coupé. Voilà, donc la loi formelle donc est un acte juridique qui est adopté par le Parlement après délibération. Et voilà, c'est un acte juridique qui est adopté par le Parlement après délibération. C'est ça qui permet de faire une nette distinction entre la loi dans une perspective matérielle et la loi dans une perspective formelle. Il faut aussi préciser qu'il y a une pluralité de lois, il y a une diversité de lois. Et là, on est strictement dans la loi dans son sens formel. Nous avons des lois qui sont des lois référendaires. Parce que dans la fameuse hiérarchie des normes, vous avez au-dessus le bloc de constitutionnalité, donc à la fois la Constitution et toutes les lois constitutionnelles. Vous avez le bloc de l'égalité et les autres sources du droit. Mais dans la dimension strictement législative, vous avez des lois référendaires. Ce sont des lois qui sont adoptées par le peuple. Quand le peuple est saisi sur une question qui entre dans le domaine de la loi. Vous avez dans la Constitution une répartition du champ de compétences entre les différents pouvoirs, en l'occurrence entre l'exécutif et entre l'exécutif et le législatif. Vous avez l'article 26 de la Constitution camerounaise qui précise quel est le domaine de la loi. Tout ce qui est, par exemple, régime des personnes, situation des biens, les questions économiques essentiellement ressortissent de la compétence du Parlement. Et donc ce champ de compétences est énoncé à l'article 26 de l'alinéa A, je pense à l'alinéa F ou H, quelque chose de ce genre. On liste donc le champ de compétences et l'article 27 précise que toutes les matières autres qui n'ont pas été énoncées dans l'article 26 ressortissent de la compétence du pouvoir exécutif. Et donc dans ce champ de compétences, il est fort possible que le peuple soit saisi par le président de la République pour se prononcer sur une question d'intérêt général. Ce sont donc des lois référendaires. Il y a donc les lois référendaires, les lois constitutionnelles. Ensuite, après les lois constitutionnelles, vous avez les lois organiques. Ce sont généralement les lois qui sont adoptées par le Parlement, mais qui ont vocation à organiser les institutions de l'État,
organiser le fonctionnement des institutions en dessous des lois organiques qui organisent donc le fonctionnement des institutions. Vous avez des lois d'habilitation. Parce que l'article 27 précise aussi de la Constitution jusqu'à l'article 28 que dans le domaine de la loi, le Parlement peut habiliter le président de la République à intervenir et donc à prendre des ordonnances dans le domaine de la loi. Ces ordonnances-là, tant qu'elles n'ont pas été ratifiées, ont une valeur réglementaire. Et lorsqu'elles ont été ratifiées par le Parlement, celles-ci ont une valeur législative. Et donc, il y a donc des lois d'habilitation du Parlement qui peuvent habiliter le président de la République à agir dans le domaine de la loi. À côté donc des lois d'habilitation, vous avez des lois ordinaires, parmi lesquelles loi des finances, loi code de la famille, tous ces différents instruments juridiques qui entrent dans la catégorie de la loi. Donc, l'une des différences fondamentales qui peut donc exister, qui est une différence première, bien qu'elle puisse être relativisée, c'est justement le fait que la loi a un caractère écrit, alors que la coutume ne l'a pas toujours. Et ça, c'est l'une des premières différenciations entre la loi et la coutume. Et il y en a bien entendu d'autres. Docteur Claude Lecomo, justement, dans la logique des différences-là, est-ce que la loi et la coutume et la loi désignent deux types de sociétés ou deux étapes de société? Est-ce qu'on peut considérer cela comme ça? Parce que, je pose la question parce que quelquefois, quelqu'un va vous parler, le commun entend la coutume comme les habitudes. Vous avez bien dit tout à l'heure, bien fait tout à l'heure de parler de sauvage. Et on considère que la coutume est traditionnelle et que la loi serait moderne. Quel éclairci vous pouvez nous en faire? Alors, ça dépend de la perception qu'on a de la coutume. Je pense que le docteur Richard Makon a bien campé. Vraiment, je pose la question pour le téléspectateur qui nous regarde. Parce que le concept de coutume, on ne le perçoit généralement pas en République. Quand on est spécialiste de droit, on peut savoir ce que c'est que la coutume du tapis rouge, par exemple. Tout à fait. Le bonhomme sait qu'on met le tapis rouge, sauf qu'il ne sait pas que dans le cadre juridique, ça s'appelle la coutume. Ça peut être une coutume. Mais il considère la coutume comme ce qui se fait au village. Oui, c'est une perception. Et c'est pour ça que le docteur Richard Makon, je revenais sur ce qu'il a dit dès le départ, qui est très important, Oui. d'indiquer que la coutume a son sens usuel. La coutume a son sens usuel. Il a parlé de ça et je le remercie pour cela parce que j'ai mis cela de côté. Je suis allé directement dans les conceptualisations de la coutume. Effectivement, il fallait commencer par là et indiquer effectivement que la coutume n'est perçue par la communauté ou le commun des mortels que dans son sens usuel. C'est-à-dire, comme il l'a dit, des pratiques habituelles. Il a pris l'exemple d'une société ou de l'armatan ou d'une communauté de travail, les pratiques habituelles. C'est dans ce sens que la coutume est perçue. Les pratiques habituelles, soit urbaines, soit villageoises ou traditionnelles, et ainsi de suite. Or, c'est une vision réductrice du concept de coutume. Ce n'est qu'un élément de la coutume, ce n'est qu'une perception de ce que peut être une coutume. Il y a une perception plus élaborée. Alors, dans ce sillage, effectivement, si on reste, parce que c'est la raison pour laquelle notre discussion est importante, est-ce qu'on va juste se focaliser sur cette coutume usuelle, cette perception de la coutume usuelle, ou alors en rapport avec la loi, ou alors est-ce que nous allons explorer la coutume dans ses conceptions, ses délimitations, ou alors sa géométrie ontologique? Si on reste juste sur la coutume usuelle, il est clair qu'il y a une perception qui estime que, bon, quand on parle de coutume, on se réfère plus à ce qui se passe dans nos villages ou alors dans nos traditions séculaires. On ne se réfère pas à ce qui se passe en ville. Donc, il y a une opposition dans la perception de la coutume usuelle comme des pratiques villageoises ou des pratiques qui ont lieu dans des chefferies ou alors des pratiques qui ont lieu dans nos cultures, pour être synthétique, qui sont en opposition nécessairement avec des pratiques qui seraient urbaines, plus modernes et voilà, moins rétrogrades que la coutume. Mais c'est une perception de la coutume en fait, parce que la coutume est plus vaste que cette perception, comment on dit, usuelle qu'on en fait. C'est la réponse que je peux vous donner par rapport à la question. Si on reste dans la perception de la coutume, comme la perception usuelle de la coutume, oui, c'est tout à fait cela. C'est-à-dire qu'on oppose la coutume comme ensemble de pratiques traditionnelles ou culturelles
à les habitudes citadines comme des habitudes modernistes, des habitudes modernes. Donc, la coutume est surannée, la coutume est l'incarnation des ancêtres, la coutume est passéiste. Voilà, la coutume n'est pas la bienvenue dans les habitudes citadines. La coutume n'est pas la bienvenue. Voilà, je crois que c'est cela. Mais c'est une perception usuelle de la coutume. C'est une perception usuelle parce que, je pense que, on l'a dit dès le départ de cette émission, il n'y a pas que cette perception de la coutume. La pratique des tapis rouges, c'est une pratique coutumière. Et qui est républicaine. Tout à fait républicaine et moderne. Et moderne. Parce qu'effectivement, et c'est une perception, c'est une représentation de ce que est la coutume. Et il faut dire que c'est une représentation juste tronquée parce que la coutume est au cœur, et je crois que le docteur Hicham Makon l'a aussi précisé, la coutume est au cœur des sources du droit. La coutume est même moderne. Ça me permet de vous poser la question, est-ce que la coutume est nécessairement, est-ce que la loi passe nécessairement par la coutume? Techniquement, non, mais il faut remarquer que en majorité, à la base de toute consécration législative, il y a une pratique coutumière somnolente, connue ou pas. Parce que la loi n'est que l'expression de la volonté générale à travers un consensus social. Il y a consensus social à un moment donné et ce consensus-là amène à légiférer. Peut-être qu'on va y revenir tout à l'heure parce qu'effectivement, le consensus, la loi n'est que l'émanation des luttes. Les luttes et les consensus dans une société. Et très souvent, c'est ceux qui ont gagné la lutte qui légifèrent. Et ils légifèrent nécessairement en prenant en compte de leurs aspirations. Donc, si on veut aller dans la théorie du droit, on peut dire que la loi est l'expression des aspirations du groupe dominant ayant pu emporter le consensus social à un moment donné. C'est la raison pour laquelle il y a les mécaniques que le docteur Hicham Makon a très bien expliqué, des révisions de la loi, et ainsi de suite et tout. Donc, elle est générale et impersonnelle, certes, mais elle est capable, elle est susceptible de révision, de transformation, d'extinction à volonté, au vu du rapport de force, au vu du consensus social disponible. Donc, la coutume est à la base. On ne peut pas, il ne faudrait pas avoir... pour qu'on ait une règle, il faut qu'il y ait un besoin social de légiférer. C'est la rationalisation de la législation. C'est-à-dire qu'on ne légifère pas théoriquement. On légifère parce qu'il y a un besoin de légiférer. Et il y a beaucoup d'espaces d'activités sociales qui ne sont pas réglementés. Et dont la légifération pose des problèmes, soit éthiques, soit culturels, soit simplement des problèmes, même juridiques, même de techniques juridiques. Donc on ne peut pas tout légiférer. Il y a des endroits, je crois que le docteur Hicham Makon a dit très rapidement, il n'a pas eu le temps de s'appesantir dessus. La coutume, il y a beaucoup d'espaces juridiques qui sont saisis par la coutume et qui n'arrivent pas encore à être saisis par le droit. Parce que l'activité sociale est une activité aux confins indéterminés. Aux confins indéterminés, il y a des comportements, prenons simplement le cas du sexe, il y a des comportements sexuels qui n'ont pas encore fait l'objet de légifération. Donc la loi suit souvent l'évolution sociale. La loi s'adapte souvent. Et ça me permet de poser la question au docteur Hicham Makon. Docteur Hicham Makon, à quel moment est-ce que on pense qu'il faut passer d'une coutume à une loi? Est-ce que c'est parce qu'il y a, je m'amuse un peu à, est-ce que c'est parce qu'il y a un problème social? Est-ce que c'est parce qu'il y a une récurrence dans la pratique? Est-ce que c'est parce qu'on veut éviter une situation qui pourrait éventuellement, en considérant que le politique est en avant sur la société en général, puisqu'il a des conseillers, il a des experts, à quel moment est-ce qu'on décide que bon, cette coutume peut devenir une loi? La loi a des caractéristiques que je viens d'énoncer, oui. Que la coutume n'a pas toujours. La loi, elle est générale, elle est abstraite, elle est impersonnelle, elle est écrite. Ce qui permet de la consigner en tant que repère situé historique
et qui permet de disposer d'un outil. Un outil qui est malléable à usage donc divers pour les différents sujets de droit. La coutume étant située dans un environnement comme le nôtre, une coutume de la zone géographique du Nord peut entrer en contradiction avec une coutume sur le même objet de la région du Sud. Et la règle de droit a donc pour fonction, puisqu'elle a vocation à régir l'ensemble de l'espace territorial, de créer un équilibre en saisissant ce qui semble opportun pour ceux qui ont le rapport de force majoritaire de chacune des coutumes pour essayer de consigner et de faire droit. Ce qui est très intéressant, et le docteur Claude Bekombo insiste dessus depuis, c'est le caractère stable de la coutume, contrairement à la règle de droit qui obéit au grand débat entre dynamique et stabilité du droit en fonction des intérêts des différents acteurs en présence. Certains estimant que la dynamique du droit est un outil de vitalité du droit et d'un système juridique qui doit s'adapter aux mutations de la société. D'autres estimant par contre que la stabilité des règles de droit est un caractère de sérieux. Si une règle de droit peut durer dans le temps, ça veut dire que cette règle est sérieuse. On a une constitution américaine qui date du XVIIe siècle. Et donc, c'est une preuve de sérieux, même s'il y a eu quelques amendements, ils sont très limités. Cela est une preuve que ceux-là avaient été des visionnaires, ils ont pu saisir dans les règles juridiques une pluralité de situations, même qui n'étaient pas encore arrivées, qui permettent aujourd'hui, dans l'interprétation, qu'elle soit doctrinale ou authentique, de pouvoir endogénéiser dans les règles de droit qui ont été édictées bien avant des situations juridiques qui sont présentes. Donc, au-delà de ce débat entre dynamique et stabilité du droit, il apparaît que la coutume est stable en ce qu'elle est le résultat d'une pratique répétée qui permet donc, grâce au phénomène psychologique, aux acteurs d'un certain environnement, d'un microcosme, à accepter sur une durée l'avènement d'une coutume. Il y a là donc, en réalité, un processus de consolidation d'une règle, en ce que la coutume aurait pu mourir si les différents acteurs avaient estimé que cette coutume n'était pas bonne. Et donc le fait qu'une pratique répétée puisse être finalement consolidée et qu'elle devienne une coutume, ça veut dire que celle-ci a été acceptée progressivement comme produisant les effets juridiques qui vont satisfaire les attentes légitimes des acteurs des sujets de droit. Et donc il y a donc une dimension de stabilité qui est fondamentale dans la coutume. Et il faut dire que la coutume est la première source du droit. C'est la plus ancienne. Les lois, dans une pluralité de domaines, s'inspirent globalement de la coutume. Et c'est pour ça que j'ai précisé dans un autre échange qu'il est important de distinguer les types de coutumes. Étant déjà confiné à la coutume juridique, il y a au moins 3 types de coutumes juridiques. Il y a des coutumes qu'on appelle des coutumes prater legem, qui sont des coutumes juridiques qui interviennent en l'absence du droit écrit, donc en absence de la loi. Tout à l'heure, le docteur Bekombo revenait par exemple sur la pratique du tapis rouge. C'est comme en réalité la pratique de la présentation des lettres de créance. Même si après, ça a été consigné après par les conventions de Vienne. C'est comme par exemple la pratique de lorsqu'il y a passation de service, après avoir signé les différents documents, on change de place, ce n'est écrit nulle part. Ce sont des pratiques qui existent en l'absence de la règle formelle. On appelle ça coutume prater legem. À côté de coutume prater legem, il y a ce qu'on appelle les coutumes secundum legem. Ces coutumes sont des coutumes qui secondent en réalité la loi. Elles n'interviennent dans l'espace juridique que parce qu'elles sont autorisées par le droit écrit, par la loi. C'est-à-dire qu'elles n'entrent pas en contradiction avec la loi et donc la loi les autorise. Il y a donc, surtout dans le domaine commercial, une pluralité de coutumes qui ont été à l'origine de l'avènement des principes du droit. Par exemple, sur ce qui est du commerce international, ou qui sont aujourd'hui, en réalité, non écrites en réalité, mais que les acteurs du commerce international reconnaissent tous. Par exemple, en ce qui est de la navigation maritime, on sait très bien qu'on ne doit pas arraisonner un bateau dans telle ou telle situation. On sait très bien
que lorsqu'on est en pleine navigation, lorsque un bateau battant pavillon de tel pays est en difficulté, voilà comment est-ce qu'on doit réagir. Mais vous allez voir que ces différents mécanismes de régulation ne sont écrits nulle part. Et lorsque, par exemple, il y a un contentieux et qu'on saisit un arbitre qui doit dire le droit et que les sujets de droit ont élu la règle de droit qui va s'appliquer, vous verrez généralement que un sujet de droit parti à un contentieux peut dire « je demande à l'arbitre d'agir ex aequo et bono », c'est-à-dire d'agir en fonction de l'équité. Mais généralement, les règles de l'équité sont tirées de la coutume. Vous allez donc voir quelqu'un qui rend un jugement sur la base de quelque chose qui n'est pas écrit. Mais les acteurs qui sont là reconnaissent l'existence de la coutume. Parce que c'est une source qui est reconnue. C'est des pratiques séculaires, répétées, qui ont un effet psychologique sur ces différents acteurs qui l'ont admise comme source de droit. Et donc, à côté donc de ces coutumes qui secondent le droit, il y a des coutumes contre la légème, qui sont totalement contre la règle de droit. Et justement, en fonction de l'empire du droit écrit, le droit écrit a tendance à les mettre de côté ou de les ignorer. Mais cela n'empêche pas que ces coutumes continuent à exister. Ce n'est pas parce qu'une coutume est contre la loi que la coutume meurt. Parce que vous verrez que, par exemple, la coutume de l'excision, je prends celle-là, mais qui n'est pas juridique, forcément, bien qu'elle soit contraire au droit écrit, c'est une coutume qui continue d'être pratiquée, en violation justement de la règle écrite. Et donc, la loi ne codifie pas toujours la coutume. Je prends un exemple dans les énoncés qu'on peut qualifier de prévisionnel ou d'anticipatif. Vous avez par exemple le législateur qui est au courant, peut-être qu'il y a une information sur l'exploitation future d'un minerai qui aura de l'importance demain. Il anticipe, il prend une règle de droit qui en réalité, n'est pas parti d'un besoin immédiat, un besoin qui n'existe pas. Mais le droit a aussi capacité d'anticiper. Il y a et c'est ça l'avantage de la loi, que la coutume n'a pas, puisque la coutume, elle est séculaire. C'est des pratiques qui doivent être stabilisées pour être consignées comme étant du droit. La loi a l'avantage que la loi est dynamique. C'est le fruit des rapports sociaux, des rapports de force, mais c'est un outil qui a l'avantage de pouvoir anticiper. On peut régir une situation qui n'existe pas. On peut dire que dans 20 ans, lorsque les Camerounais iront dans la Lune, voici les conditions dans lesquelles ils iront dans la Lune. Nous n'avons pas encore de capacité technologique pour envisager le départ à la Lune. On n'a même pas encore des ressources scientifiques nécessaires, ni les capitaux. Mais on réglemente déjà une situation qui n'est pas encore advenue. On peut décider, par exemple, lorsqu'on crée des fonds spéciaux pour les générations futures, en matière environnementale, on protège en réalité. Aujourd'hui, l'environnement devient un sujet de droit à part entière, qui a des droits, et des droits qui doivent être reconnus par les autres acteurs et les protéger. Tout ça part de la coutume en réalité. La considération de la nature comme étant du vivant, comme étant un sujet de droit. On est là en réalité dans une formalisation de la coutume, qui part en réalité de la dissension ou de l'opposition entre les thèses cartésiennes et les thèses africaines. Descartes disant que l'homme doit être maître et possesseur de la nature, les Africains disant que l'homme n'est qu'une partie du cosmos et qu'il doit cohabiter avec les autres forces du vivant. On est là donc en réalité dans une réglementation, dans une codification de pratiques coutumières et parfois même qui peuvent paraître mystiques. Parce que lorsque vous assignez à la nature des droits et à la terre des droits, on est là dans une perspective qui peut paraître un peu mystique. Mais en réalité, ce sont des pratiques coutumières qui sont progressivement codifiées. Et donc, le droit peut anticiper sur des situations qui n'existent pas, ce que la coutume ne peut pas faire. Et pour qu'une coutume puisse exister de façon durable, il faut que celle-ci ait été admise ou tolérée par la règle de droit. C'est pour ça justement que dans les discussions théoriques, on a catégorisé justement les types de coutumes pour bien voir les différentes situations à la fois de validation des règles coutumières ou de leur répulsion en cas d'opposition avec la règle de droit formel. Je reviendrai certainement après pour m'interroger, pour savoir s'il n'y a pas des courants juridiques qui estiment qu'il y a des droits trop théoriques. C'est peut-être une folie, mais évidemment, il faudrait peut-être qu'on y regarde. La question que je vais poser au Dr Claude Bekombo, Dr Claude Bekombo, entre un traité qui est signé sur le plan international et l'adaptation à la Constitution, quel est le lien avec la coutume? Là, je sors
de la perspective du docteur Hicham Makon qui parlait d'un droit, d'une loi qui peut être anticipation, qui peut anticiper sur une question donnée. Quand on a signé un traité sur le plan international, et peut-être on l'a même ratifié, est-ce qu'il y a un exercice quand même de vérification pour savoir si ceux qui sont sujets de cette loi-là, parce que ça revient chez nous un peu comme une loi, est-ce que les sujets sont habitués à la pratique, doivent nécessairement être habitués à la pratique, ou alors on leur impose cela? Bon, c'est une bonne question, mais nous sommes dans le cadre du droit international. Je voulais juste compléter un peu la réponse du docteur Hicham Makon par rapport à la question de tout à l'heure. Quand est-ce qu'on à quel moment est-ce qu'on passe? Oui. Ça dépend de on est dans le cadre de la politique juridique de l'État. Comme le docteur Hicham Makon l'a dit, il y a des coutumes qui ne peuvent pas être consacrées juridiquement. Parce que ce sont des coutumes, comme il a dit tout à l'heure, qui, par elles-mêmes, sont des règles que l'État respecte. Comme les règles de jus causé, on n'a pas besoin d'une consécration particulière. La règle du tapis rouge et toutes les règles diplomatiques, on n'a pas besoin de les consacrer particulièrement. Il n'y a pas une nécessité. Ça relève donc de la politique juridique des États. C'est vraiment l'objet d'une politique. On consacre donc une coutume quand effectivement les situations, c'est-à-dire ce qui l'explique, rentre seulement dans ce qu'on appelle la politique juridique. Donc, c'est l'État qui voit que dans cette situation-ci, on a besoin de consacrer la pratique coutumière. Parce qu'il y a soit une situation de vide juridique, c'est-à-dire que l'activité sociale n'est saisie par aucune règle matérielle permettant de la résoudre, et la règle coutumière est une possibilité. Donc, il y a donc nécessité de régler le vide juridique par la pratique coutumière. Soit on est dans une situation d'insécurité juridique. Et dans la situation d'insécurité juridique, c'est dans la posture où la règle coutumière vient donc en soutien pour sécuriser. Donc, de toute façon, ça relève donc de la politique juridique, de ce qu'on appelle la politique juridique, le rapport que l'État a, la faculté de codification, donc la faculté de production normative de l'État. Donc, c'est l'État qui voit, selon les besoins et les capacités, oui, les orientations, la nécessité de légiférer. C'est vraiment une politique parce qu'il y a aussi des questions de valeur, qui sont posées. Parce que dans toutes les pratiques coutumières, je crois que le docteur Hicham Makon l'a dit très rapidement, toutes les pratiques coutumières ne sont pas nécessairement des pratiques codifiables ou alors des pratiques qu'on peut transformer sur lesquelles on peut légiférer. Il y a des problèmes de valeur, il y a des problèmes, des discussions qui peuvent avoir. Je prends l'exemple simple. Dans des sociétés, on peut avoir des pans de la société qui sont pour, disons, la polygamie ou l'homosexualité, et d'autres pans de la société qui ne sont pas d'accord. L'État peut évoluer à un niveau où l'État considère que ces discussions-là, vous pouvez avoir à un moment donné de la vie de l'État, où ces discussions, ces pratiques coutumières dans certains espaces sont des pratiques qui ne sont pas en phase avec la philosophie de l'État ou la modernité, ou la représentation de la modernité à un moment donné. Et la trajectoire historique de l'État peut faire en sorte qu'à un moment donné, on peut considérer, ça on l'a vu dans les États occidentaux, qu'on peut considérer que ce sont des choses pour lesquelles on peut arriver à une légifération. Par exemple, pour laquelle vous avez la loi sur le parc, c'est ainsi de suite ailleurs, dans d'autres pays. Avant, il n'y avait pas cela. Donc, c'est la politique, au sens de politique, effectivement, que l'État réfléchit sur la possibilité de légiférer ou pas. Mais en tenant compte, bien entendu, toujours du consensus. Parce que il n'y a pas de légifération sans consensus. Et ça rentre donc dans le cadre des différentes techniques qui sont mises en place. Bon, maintenant, votre cas, votre exemple, nous sommes dans le droit international pur. Les traités, pour les sujets de droit international, les traités sont signés sur la base du consensus de droit, de la volonté des parties. Donc, un État
avant de venir signer un traité, parce que la ratification, c'est une autre phase, c'est l'internalisation de la règle du droit international. Un État, avant d'être parti à un traité, doit se poser toutes les questions de base sur le fait que ce traité-là, le contenu, dont l'instrumentum du traité, les textes qu'il y a, les articles, pardon, le contenu de ce traité est conforme avec soit ses coutumes nationales, si c'est le débat que vous voulez soulever, soit alors que ce traité fait la promotion d'une coutume internationale pour laquelle l'État garde encore des distances. Donc c'est le sujet de droit international qui doit régler les questions de conformité philosophique ou théorique avec la signature d'un traité. Ce n'est pas la société internationale, parce que la société internationale a ses règles et a ses valeurs. On peut vous soumettre tout traité qu'il estime que la société internationale, la communauté internationale, estime que c'est à ce niveau où il y a des valeurs partagées. Ces valeurs sont essentiellement des valeurs partagées. Donc, il revient à l'État, aux autorités de l'État, de vérifier la conformité du contenu de ces traités internationaux avec les coutumes nationales. Parce qu'il faut aussi faire cette différence au niveau des internationalistes. Nous avons des coutumes, et c'est pour ça qu'on vous parlait du caractère hétéroclite des coutumes. Nous avons des coutumes nationales qui se pratiquent dans les États. Et au niveau international, nous avons d'autres coutumes. Des coutumes marchandes, dont le docteur Hicham a parlé tout à l'heure, et d'autres types de coutumes. Il revient donc à l'acteur rationnel qui s'engage dans l'espace international de vérifier si le traité est conforme avec ses pratiques coutumières nationales et les pratiques coutumières internationales. Quand on est puissant sur le plan international, on peut faire ces vérifications dont vous parlez. Mais nous savons, on peut polémiquer un peu, nous savons que quelquefois, les prêts, les subventions, les crédits sont subordonnés à votre acceptation à l'une ou l'autre chose qui dépend du politique en place et pas nécessairement d'une coutume bien, d'un habitus qui serait dans le droit interne. Mon cher Jacques, nous allons toujours Nous allons achoper toujours sur ces questions parce qu'effectivement, le système international est un système inégal. De 1648 à nos jours, il s'est construit à travers la régulation, l'encadrement des puissants. Ce n'est pas d'aujourd'hui que ce système changera. Donc c'est un système conflictogène, c'est un système basé sur la domination et c'est un système qui fait en sorte que, effectivement, les puissants remportent la mise et les autres sont les concepts centre-périphérie, Sami, Amin et tous les autres, nous ne sommes pas les premiers à les utiliser. Donc effectivement, il y a un centre et il y a une périphérie. Et bien entendu, le jeu consiste à se retrouver, faire en sorte qu'on parte du centre, on parte de la périphérie pour être au centre ou alors faire alliance avec ceux qui sont au centre pour aussi bénéficier des effets multiplicateurs de la puissance ou de l'hyperpuissance, comme disait Hubert Védrine. Dans le droit, c'est la même logique que dans l'économie ou que dans le sport ou prenez tous les domaines de la société internationale. La société internationale est innervée par la même logique, que ce soit l'économie ou tout, on est dans la même logique de centre et de périphérie. Donc le droit n'est pas un espace, le droit ne se pratique pas dans le cyberespace, il se pratique bien dans l'espace international. Donc, une règle juridique, un traité qui doit être ratifié, il est tout à fait logique que s'il y a des superpuissances qui estiment que ce traité peut apporter une certaine cohérence, une certaine vision de la société internationale ou même de la communauté internationale, encore qu'on peut discuter sur le contenu des deux notions, et faire en sorte que certains pays de la périphérie puissent ratifier ces traités-là, malgré, nonobstant le fait qu'il y a des réticences coutumières, il relève de la volonté de ces pays-là, soit de suivre ou alors de se mettre en marche. Mais de toute façon, il faut retenir que pour le principe, les États sont libres. René Jean Dupuy le dit clairement. Il y a une pleine de souveraineté dans l'espace international. Les îles Vanuatu ont la même capacité d'engagement qu'une superpuissance comme les États-Unis. Maintenant, que les petits États, entre guillemets, ou alors les États faibles ou faillis, dans les catégorisations de sciences politiques qu'on peut avoir, se laissent influencer, se laissent dominer
font du suivisme juridique, font du clientélisme juridique et signent ce qui est contre leurs valeurs, c'est juste la représentation du caractère inique de l'espace international et inégalitaire. Dr. Richard Mokane, est-ce qu'on peut identifier, c'est ce que j'appelais des droits théoriques tout à l'heure, est-ce qu'on peut identifier des droits pour la forme? Quand je dis pour la forme, c'est justement, on est, je pars un peu du raisonnement, de la fin du raisonnement du Dr. Claude Bekombo, c'est-à-dire qu'on a même ratifié un traité sur le plan international, mais c'est essentiellement pour la forme, c'est pour exister sur le plan international. Est-ce qu'on peut identifier, est-ce qu'il y a chez les chercheurs en droit, des gens quand même qui travaillent sur cette question? Parce que vous êtes d'accord avec moi que ça existe. Bon, d'abord, j'arrive à très bien saisir le sens de droit pour la forme. Oui, c'est-à-dire que si je considère que la coutume est le levier du droit, c'est-à-dire que c'est une source du droit. Vous avez une source, ce n'est pas la source du droit nécessairement, mais je veux dire, est-ce que dans le plan de la relation centre et périphérie, dont décrit le Dr. Claude Bekombo, est-ce qu'il n'y a pas des choses comme ça qu'on ratifie, qu'on accepte seulement parce qu'il faut exister internationalement? Oui, mais je crois qu'il faut quand même distinguer les débats. Le débat sur la coutume doit être distingué en réalité des rapports de force qui peuvent présider à la ratification d'une convention internationale. Okay. Parce que l'article 38 du statut de la Cour internationale de justice précise quelles sont les sources du droit international. Vous avez les traités, parce qu'on dit traités, accords, conventions, pactes, protocoles, ça renvoie à la même chose. Ils sont le fruit de l'accord de volonté des États. Un traité est le résultat d'un accord de volonté entre deux sujets de droit international. Vous avez les traités internationaux, vous avez la coutume internationale reconnue par les nations qui considèrent donc la coutume comme une source du droit. Parce que peut-être même plus que le droit interne, le droit international est très coutumier. La plupart des pratiques diplomatiques, les pratiques commerciales, ce qui constitue aujourd'hui la réglementation en matière de droit diplomatique et consulaire, et en matière du droit du commerce, la plupart sont des règles coutumières qui ont été le résultat d'un processus de codification. Et c'est d'ailleurs pour ça que les Nations Unies ont constitué toute une commission de codification à laquelle a fait partie à un moment donné le professeur Maurice Kamto. La fameuse commission de codification qui a travaillé par exemple sur le droit de la responsabilité internationale. Parce que la responsabilité est d'origine coutumière. Le fait d'être responsable du dommage qui est causé à autrui, c'est tellement naturel. C'est-à-dire que lorsque vous avez été à l'origine du préjudice que j'ai subi, il est normal que vous répariez le préjudice que j'ai subi. C'est une règle coutumière. On a donc mis sur pied une commission du droit international qui a travaillé à la codification justement de ce droit de la responsabilité internationale qui est au cœur, en réalité, d'une bonne partie du contentieux interétatique au niveau international. Et donc, la coutume est une source du droit international. Donc, en même temps qu'il y a, comme le docteur Bekombo l'a dit, des coutumes nationales, des coutumes locales, des coutumes africaines. Si vous arrivez au niveau de l'Union africaine, il y a des coutumes africaines. Il y a par exemple, avant le début d'une assemblée générale de l'Union africaine, des pratiques, des choses qu'on fait toujours, qui ne sont écrites nulle part, mais on sait qu'on fait comme ça. Donc, ces différentes pratiques codifient les rapports. Ça peut être des rapports domestiques, locaux, ça peut être des rapports régionaux, ça peut être des rapports nationaux, ça peut être des rapports sous-régionaux, des rapports régionaux, des rapports mondiaux. Donc, pour chacun des espaces évoqués, il y a des coutumes. Et donc, au niveau international aussi, la coutume est une source du droit international. Comme je le disais tout à l'heure, en matière commerciale, mais il n'y a que des floraisons de coutumes. Maintenant, pour ce qui est de la ratification ou non d'une convention internationale, le principe est celui de la liberté, de l'autonomie de la volonté. Voilà, c'est même au niveau contractuel le plus élémentaire, lorsque vous voulez contracter pour un bail, pour un acte commercial, le cœur justement du contrat,
qu'il soit un contrat national ou un contrat international, ce qu'on appelle traité, c'est l'autonomie de la volonté. C'est pour ça d'ailleurs qu'on établit une catégorisation des vices du contrat. Qu'est-ce qui peut vicier le contrat et le rendre inopérant? Alors qu'il y a des vices de forme qui sont en rapport, par exemple, avec le respect des conditions de forme pour la validité du contrat. Est-ce que tel s'est régulièrement représenté? Est-ce que tel avait les instruments d'habilitation qui attestent de sa capacité à pouvoir contracter? Est-ce que ces différents éléments qui sont formels, il y a des éléments qui sont substantiels? Et le premier élément substantiel, c'est celui de la volonté. On va s'assurer que la volonté n'a pas été viciée. Est-ce qu'on a été contraint? Et donc, le cœur, justement, pour contracter au niveau international, au niveau national, c'est facile. On va regarder la qualité, la capacité des différents acteurs à pouvoir contracter les actes juridiques. Est-ce qu'on est majeur? Est-ce qu'on est psychologiquement sain? Est-ce qu'on va regarder ces différentes conditions? Mais même au niveau international, la question de l'autonomie de la volonté se pose. Elle est extrêmement importante. C'est d'ailleurs pour ça que dans son cours extrêmement important, dispensé à l'Académie de la Haye, le professeur Kamto a finalement publié cette intéressante réflexion sur la volonté de l'État en droit international. Cette volonté, elle est fondamentale pour permettre la validation des règles internationales et leur opposabilité. Et donc, un État, en principe, qui arrive dans une session de discussion d'une convention internationale sur la circulation des armes à feu et qui commet un négociateur, comme cela est de pratique, ça peut être le ministre en charge des relations extérieures, ça peut être un autre haut fonctionnaire à qui le président de la République a conféré les pleins pouvoirs, qui peut donc négocier au nom de l'État et conclure des engagements internationaux au nom de l'État. Il va venir participer aux négociations. Il a le droit, en vertu des règles internationales, des conventions de Vienne sur le droit des traités, de dire par exemple que mon pays, en fonction de nos coutumes locales, émet des réserves par rapport à telle disposition. Il y a ce qu'on appelle le droit des réserves. On peut donc en réalité être membre d'une convention internationale et ne pas appliquer certaines dispositions de la convention internationale. En disant par exemple que sur une convention qui porte sur les libertés, nous émettons des réserves sur la question du mariage pour tous. Parce que cette question entre en contradiction avec nos propres valeurs. Puisque le droit n'est que l'expression de la codification des valeurs à un moment donné dans une société. Et vous verrez que ces questions ne se posent pas, par exemple, pour les pays du Moyen-Orient, du Proche-Orient, du Golfe arabo-persique, qui tous les jours sont devenus maîtres de l'expression des réserves. Il y a tellement, c'est une pratique qui est connue, c'est une pratique qui est normale. Donc, vous avez une convention de 40 dispositions et vous avez des États qui disent que les 5 dispositions, là, nous, on ne les applique pas. Maintenant, il y a aussi toute une réglementation en matière de réserve. Il y a des réserves qui ne peuvent pas être admises parce qu'elles vident finalement la convention de son cœur et de son objet. Maintenant, donc il y a des conditions de validation de ces réserves. Et si un État estime que ces réserves, qui sont fondamentales pour sa propre ontologie, sa propre philosophie, et pour l'axiologie étatique, elle va dire, bon, si vous refusez que je puisse émettre ces réserves, je ne ratifie pas la convention. Et parce que même lorsque une convention a été signée, elle peut ne pas être ratifiée. Parce qu'il y a encore tout un processus de ratification. Lorsque le président de la République vous a conféré des pleins pouvoirs, vous pouvez être allé négocier ultra petita ou infra petita. Parce que la négociation, lorsqu'on vous donne des pleins pouvoirs, vous négociez en fonction du contenu des pleins pouvoirs. Le président de la République vous dit, bon, vous allez négocier une convention qui porte sur les droits et les libertés individuelles. Vous ne pouvez pas aller au-delà de ceci et en dessous de ceci. Donc, si vous négociez au-delà de ce qu'on vous a dit, vous avez négocié ultra petita. Si vous avez négocié en dessous de ce qui a été exigé, vous avez négocié infra petita. Dans les deux cas, il est possible que le président de la République, qui vous a conféré les pleins pouvoirs, refuse de ratifier en disant que vous n'avez pas négocié conformément à la lettre d'émission qui vous a été assignée. Oui. Et donc, l'État a toutes les possibilités. On peut même ratifier et plus tard dénoncer une convention internationale. C'est-à-dire qu'on n'a même pas émis des réserves, on a signé une convention, on l'a ratifiée, elle est donc entrée dans l'ordre juridique interne et plus tard on dénonce parce que nos valeurs peuvent aussi changer.
On peut avoir été d'accord hier, on n'est plus d'accord aujourd'hui. C'est pour ça que la résiliation des contrats, pour faire clin d'œil à d'autres débats qui nous sont proches, est un droit des parties à une convention. Donc on peut dénoncer une convention internationale et dire que dorénavant on ne va plus l'appliquer. C'est ça, en réalité, l'importance de la volonté au plan international. C'est le cœur, en réalité, du droit international qui est en réalité le droit de la volonté des États. Parce que même pour qu'une coutume internationale puisse s'appliquer, il faut que les États expriment encore une volonté. C'est-à-dire qu'au-delà des conventions comme élément de matérialisation et de symbolisation, justement, de la souveraineté de l'État. Cet attribut de souveraineté se manifeste aussi dans l'acceptation au-delà des traités, des coutumes internationales, des principes généraux de droit, de la jurisprudence internationale, parce que c'est pour ça qu'il y a des questions d'exéquatur qui se posent dans l'exécution des sentences arbitrales, par exemple. Il faut que, même quand une convention a été, lorsque une sentence a été rendue, même par la Cour internationale de justice, il faut encore que les États acceptent. On sait très bien que malgré, je voulais sortir par là, la sentence de la Cour internationale de justice dans le cadre du différend frontalier maritime entre le Cameroun et le Nigeria dans l'affaire Bakassi, malgré la sentence du 10 octobre 2002, il a encore fallu que les Nations Unies, par l'égide et l'entremise de ces hauts diplomates et même du secrétaire général des Nations Unies, à l'époque Kofi Annan, engagent des négociations entre l'État du Cameroun et l'État du Nigeria pour que celui-ci accepte l'application de la sentence. Il y a dû avoir, après cette sentence, l'accord de Green Tree entre le Cameroun et le Nigeria pour maintenant travailler à la possibilité pour le Cameroun de voir respecter et appliquer la décision de la Cour internationale de justice. Et on a eu, par exemple, une entorse incroyable, alors que le droit foncier national dit que seuls les Camerounais, les locaux peuvent avoir accès à la propriété. On a bien été obligé de laisser des Nigérians sur la presqu'île de Bakassi être propriétaires terriens, en violation de notre propre réglementation en matière foncière. Et donc, la volonté est au cœur, en réalité, de la construction du droit international. En tout cas, c'était une concession à faire, une bonne concession à faire. Docteur Klebé-Kombo, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Et peut-être que votre réaction m'a suggéré une thématique certainement sur les contrats. On y reviendra certainement. Docteur Klebé-Kombo, à quel moment est-ce que ce soit la coutume ou la loi, est-ce qu'on vérifie toujours l'adhésion des concernés? Parce que vous rendez compte, les peuples en général, malgré le fait qu'ils aient voté des députés et qui discutent des lois et qui les valident ou les invalident quand ça arrive quelquefois, le peuple se sent toujours très à distance, se sent souvent, je ne peux pas dire toujours, je ne peux pas catégoriser, très à distance de ce qui est décidé en haut lieu. Bon, je pose la question très trivialement parce que quand vous lisez un philosophe comme Habermas, il vous dit qu'il parle de l'adhésion de toutes les personnes concernées. Est-ce que c'est du vent? Justement, le fameux espace public habermasien, oui, justement, nous permet de dire avec lui aussi, que le problème du droit appliqué à la satisfaction de l'espace public est la question de la représentation que lui-même, Jürgen Habermas, développe dans sa littérature. Et cela s'applique dans le droit. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que les lois sont contestées? Pourquoi est-ce que ceux qui sont censés être les justiciables ou les bénéficiaires des lois estiment que ça se fait loin d'eux? Alors, tout est dans le système juridique mis en place et la politique juridique. On revient encore dans les considérations de politique juridique et de légistique. Parce que c'est deux choses. D'abord, la politique juridique permet à un État de penser son système de confection et de production normative. À partir du moment où le système de confection et de production normative est dévolu à l'État, c'est donc à l'État de produire du droit, de produire de la loi, et à personne d'autre, en principe. Alors, l'État, ceux que vous appelez, ceux qui sont concernés, ou les justiciables, ceux qui sont bénéficiaires, confère donc à... c'est un système de représentation.
ce n'est pas un système de démocratie populaire comme on peut l'entendre chez Aristote ou chez d'autres philosophes grecs. Non, c'est pas chacun. Il n'y a pas d'agora dans l'État. L'agora n'existe pas dans l'État. C'est un système de représentation, c'est un système de suffrage. Il y a des personnes à qui on a remis, vous avez parlé du contrat social de Rousseau dans d'autres émissions, à qui on a remis, à travers un contrat social, à qui on a donc remis, basé sur le suffrage universel, à qui on a remis donc, le droit de nous représenter, le droit de parler en notre nom. Et c'est ce système-là qui donne l'autorité à ces personnes, qu'on appelle les députés ou le président de la République et tout, de pouvoir légiférer pour nous. Maintenant, il y a ce système-là aussi des moments d'expression, soit de l'adhésion ou de la contestation par rapport à des règles. C'est un système de contrôle. Il peut être a priori, il peut être a posteriori, selon que la loi est en préparation ou alors selon que la loi est sortie. C'est des systèmes très techniques. Je ne pense pas que pour les téléspectateurs, ce serait intéressant d'entrer dans tous les détails techniques. Mais en gros, il faut simplement retenir que c'est l'État, ceux que vous appelez les bénéficiaires, ont transféré à l'État, à travers le système de représentation et le suffrage universel, aux députés, aux sénateurs, à tous ceux qui sont dans la confection et la production normative, le droit de prendre des lois pour eux. Maintenant, ils ont aussi la possibilité, à travers tous les types de contrôles, à travers l'activité judiciaire, de pouvoir contester une loi, de pouvoir la contester, de pouvoir, soit de manière juridique, soit même de manière politique. Vous pouvez, pendant la préparation d'une loi, investir la rue pour dire que vous êtes contre. Vous en avez le droit. Sous d'autres latitudes, ça se voit. D'autres parlements permettent aux citoyens de pouvoir déposer des amendements, de pouvoir faire un certain nombre de choses. Alors, tout dépend donc de cette politique juridique mise en place et de la légistique. La légistique aussi, donc, permet à ce que les processus d'adoption des règles soient des processus techniques. C'est-à-dire que pour qu'une loi soit adoptée, on a besoin soit de 2 lectures de la loi. La loi est préparée soit par l'initiative parlementaire ou alors l'initiative des représentants de l'exécutif. Donc, il y a toute une architecture pour être sûr que dans la loi, la protection des bénéficiaires, de ce que vous appelez bénéficiaires, soit garantie. Mais ça n'enlève pas nécessairement. Il y a déjà ce point-là au niveau de la légistique. Et maintenant, il n'y a que la protection donc, au niveau de ceux à qui on a conféré le suffrage universel, c'est-à-dire les députés qui sont à l'Assemblée nationale, qui sont à l'initiative des lois, et ceux qui ont le suffrage représentatif universel, c'est-à-dire le pouvoir exécutif, ont la possibilité de faire des lectures des règles proposées par les uns et les autres. Donc, chaque pouvoir tient l'autre en laisse et contrôle que les bénéficiaires, ceux que vous appelez bénéficiaires non les justiciables, sont protégés parce que la loi est nécessairement l'expression de la volonté générale, mais c'est pour ces bénéficiaires-là que la loi est adoptée. Maintenant, en dehors de ces dispositions techniques qui permettent de s'autocontrôler, il y a des dispositions pour les bénéficiaires eux-mêmes qui permettent d'assurer leur protection. Bon, là, c'est le contrôle des règles, soit c'est le contrôle avant que la règle n'entre en discussion, ou alors avant que la règle ne soit adoptée, un justiciable peut, ou un député, ou alors quelqu'un qui a qualité, peut contester le contenu d'une règle. On peut aussi avoir dans ce sillage la contestation politique. C'est pour ça que c'est vraiment de la politique juridique. La contestation politique, c'est-à-dire les partis politiques, la société civile et ainsi de suite, peut agir pour éviter qu'un gouvernement ou alors une assemblée nationale ne prenne une loi unique. Donc ça, c'est des droits qui sont reconnus. Et aussi, à côté de cela, au niveau des justiciables, il y a donc cette possibilité politique, il y a aussi cette possibilité donc technique, c'est-à-dire qu'au cours d'une affaire
ou alors d'une question qui est jugée devant un tribunal, soit devant le tribunal administratif ou, etc., même le tribunal civil, un justiciable a la possibilité de contester le contenu d'une règle juridique et amener le juge à se prononcer sur la validité du contenu de ce... Ça, c'est le contrôle a posteriori. Donc voilà, il y a ces possibilités-là qui existent pour les justiciables ou les bénéficiaires. Mais ça se passe à deux niveaux. Ça se passe au niveau de ceux qui sont détenteurs du pouvoir du suffrage universel. Il y a un contrôle, il y a des lectures qui sont faites, il y a des renvois pour les lectures. Les uns et les autres peuvent se tenir. L'objectif étant que la règle soit conforme, soit à la pyramide des normes, soit aux valeurs. Donc, voilà les deux choses qui sont... Quand il y a un conseil constitutionnel, ça peut dépendre de l'architecture. Mais vraiment, j'essaye d'être le moins technique pour les téléspectateurs de WAF Africa. Et il y a le deuxième niveau, c'est-à-dire que eux, ceux que vous appelez les bénéficiaires, eux aussi, ils ont la possibilité soit de vérifier que la loi est protectrice, soit de manière politique, c'est-à-dire laisser le droit, mais utiliser plutôt l'aspect politique pour influencer le contenu d'une loi ou pour influencer le fait qu'une loi ne leur soit pas appliquée, donc organiser les marches, les contestations par la société civile, et ainsi de suite, soit alors effectivement utiliser le contrôle a posteriori dans le cadre d'une affaire en justice. Docteur Richard Makon, est-ce que la coutume perd son sens à partir du moment donné où on l'écrit? Je pose la question comme un enfant. Pourquoi est-ce qu'on n'écrit pas la coutume? En sachant bien que si elle n'est pas transmise, elle disparaît. Et elle peut être pourtant une très bonne coutume, mais qui va disparaître parce qu'elle n'est notée nulle part. La coutume peut être écrite. Maintenant, la question qui est peut-être la plus importante, c'est qui écrit la coutume? Oui. Pour aussi anticiper sur la question de l'application de la coutume. Si une communauté donnée, dans le cadre de son organisation interne, décide d'engager un processus de codification de ses coutumes, c'est un exercice qui peut être fastidieux mais intéressant et qui peut être facilement porté à résultat. Parce que au sein d'une communauté, on a les mêmes coutumes. Quand on prend la configuration étatique, cela peut paraître plus complexe, en ce qu'il y a d'abord une opération de tri des coutumes qui seront en phase avec l'ordre juridique en vigueur. C'est ça le véritable problème. Et donc, une loi peut contenir plusieurs coutumes, parce que la différence, c'est que une coutume, comme par exemple l'obligation de présenter des lettres de créance auprès d'un État qui nous reçoit. C'est une pratique coutumière qui a été simplement codifiée par la Convention de Vienne sur le droit diplomatique et consulaire. L'obligation de présenter les règles de créance, cette obligation est une coutume. Et vous voyez que j'ai, du point de vue littéral, donné la coutume en une phrase. Vous voyez qu'une loi donc, qui a une pluralité de dispositions peut contenir en son sein une pluralité de coutumes. Donc, en réalité, la coutume est un élément individuel qui peut être facilement distingué et la loi est un grand ensemble en réalité. Mais on comprend très bien l'idée, c'est que ici la coutume est considérée non pas comme unité, mais dans sa globalité. Quand on parle de la coutume, on fait en fait référence à l'ensemble des coutumes. Donc la grande difficulté, c'est d'abord celui du filtre qui est fait, le filtre de l'intérêt, pour revenir à la question justement de la politique juridique à laquelle faisait allusion le docteur Claude Bokombo. Il y a une discussion qui est très intéressante qui est menée par les maîtres qui sont en même temps des étudiants du doyen Georges Ripert, qui vont présider à l'avènement d'un fabuleux ouvrage qui est intitulé « Les forces créatrices du droit », qui a été publié en hommage au doyen Georges Ripert, qui est un grand maître de notre discipline, et qui montrait les subtilités de la lutte des rapports de force assez changeants qui président à l'avènement des règles de droit. Et c'est ça qui fait du droit, en réalité, autre d'être un outil social fonctionnel, d'être dans une perspective de précarité constante.
en ce que les rapports de force peuvent changer à tout moment, soit de façon régulière, à l'avènement de la nomination d'une nouvelle autorité, à l'avènement de l'élection d'un nouveau responsable ou à l'avènement d'un coup d'État qui peut changer un ordre politique donné. Et donc, le droit est précaire. Et c'est pour ça que le droit il peut changer tout le temps. Mais maintenant, comme je le disais tout à l'heure, la coutume, elle est davantage stable. Parce que c'est une pratique qui est répétée. Et qui a donc une influence du point de vue psychologique des acteurs qui finissent par l'accepter comme étant la règle. Si on avait des coutumes, si on était une seule communauté qui avait ces coutumes et que celles-ci étaient codifiées, on aurait le droit national le plus stable qui soit. En ce que ce sont des pratiques qui ont été éprouvées et qui ont été acceptées par des acteurs comme étant des pratiques efficaces. Mais le problème, c'est la diversité des coutumes existantes qui crée véritablement un problème dans ce pluralisme juridique de conflit entre les différentes règles en présence. C'est pour ça que les questions de conformité entre les différentes règles, cette question de conformité va se poser. Et que, justement, l'ordre juridique étatique, pour opérer justement le tri, va faire la catégorisation fonctionnelle que je vous ai présentée. Quelles sont les coutumes qui sont prater-legem? Celles-là donc qui interviennent parce que le droit écrit n'existe pas. Quelles sont les coutumes qui sont secundum legem, qui existent au même moment que les règles juridiques, mais qui se complètent et qui peuvent continuer d'opérer sans que cela ne rentre en contradiction avec la règle qui existe. Elles complètent en réalité, parce que j'aime souvent prendre l'exemple de la transition politique. Vous avez une disposition dans la Constitution de la République du Cameroun qui vous dit l'article 6 alinéa 4 qui réglemente la vacance au sommet de l'État. On vous dit qu'en cas de vacance pour cause de décès, d'empêchement définitif ou de démission du président de la République, la vacance est assurée par le président du Sénat. La vacance est constatée par le président du Conseil constitutionnel et assurée par le président du Sénat. Mais vous n'avez pas un document, un texte qui vous dit la scénarisation de ce processus de constat de vacances et d'entrée du président intérimaire à la gestion de la vacance. On ne vous dit pas comment opère, par exemple, le médecin légiste, qui est un élément fondamental et qui peut vicier en réalité l'application d'une règle. Question, est-ce que dans ce cas-là, on peut prendre une coutume d'ailleurs pour l'appliquer? C'est-à-dire que dans ce vide-là, est-ce qu'on peut se dire, on n'a pas de tradition de vacances de pouvoir chez nous, mais il y en a, disons, au Nigeria, disons n'importe quoi. Oui, mais on peut prendre une coutume d'ailleurs, mais celui qui l'emprunte ailleurs ne dira pas qu'elle vient d'ailleurs. Parce que, en réalité, face à une situation qui réclame l'application du droit, les bénéficiaires du droit, qui sont les sujets de droit, peuvent accuser celui qui doit rendre le droit de déni de justice si celui-ci ne rend pas le droit. C'est pour ça que, souvent, quand on a peur que le fameux débat sur le Parlement des juges intervient souvent lorsque les juges se retrouvent en situation de créer le droit, lorsque le droit n'existe pas. Parce que eux, ils sont obligés de créer le droit. En réalité, souvent, il faut faire preuve d'audace et de zèle. On peut s'inspirer d'une situation, mais sans dire qu'on s'inspire d'une situation. En réalité, c'est ce que le juge constitutionnel à ce moment-là va faire. Il n'y a pas une pratique en la matière, mais encore faut-il qu'il ait le courage de faire audace juridique. En disant que bon, ça s'était passé comme ça au Nigeria, ça s'était passé comme ça aux États-Unis. Je ne suis pas en train de donner conseil aux juges constitutionnels camerounais. C'est pas notre rôle. Voilà. Et donc, s'il est saisi, effectivement, il faudra qu'il décide. Mais j'étais simplement en train de relever le fait que il y a là une dimension coutumière qui va opérer. En ce que la loi a dit quelque chose, mais n'a pas précisé, par exemple, la scénarisation de ce processus. Oui. Qui est le médecin légiste? Est-ce le médecin légiste de la présidence? Est-ce le médecin légiste du Conseil constitutionnel? Il est commis par qui? Comment est-ce qu'il prête serment? Oui ou non? Parce qu'il va poser là un acte assermenté. Est-ce que ce médecin légiste va prêter serment pour l'occasion? Il prête serment où? Devant qui? Dans quelles conditions? Et il établit quoi? Un certificat de décès? Un certificat de jarre de mort? Ou bien il établit les deux? Après les avoir établis, il les remet à qui?
Donc, vous savez, il y a là toute une scénarisation qui en réalité reflète, qui transpire en réalité la coutume. Et cette coutume-là, il faut bien la saisir. Et donc, en réalité, c'est un débat intéressant. Docteur Chamakon, est-ce qu'un décret d'application peut résoudre ça? Je dis n'importe quoi, je connais. Non, puisque ce n'est pas le décret qui saisit la Constitution. Ah, d'accord. Voilà, Okay. C'est la loi, en réalité, qui peut venir en tant que de besoin sur un aspect de la Constitution, venir préciser. Okay. Voilà, donc la Constitution, c'est une soixantaine d'articles. Voilà, 68, 70 articles. 68, je pense. Je peux me tromper, mais maximum 70 articles après les révisions de 2008. 68 articles ne peuvent pas réglementer la vie d'une cité. C'est pour ça qu'il y a tout un domaine de la loi et un domaine du pouvoir réglementaire. Parce qu'en dessous de la Constitution, vous avez les lois, les types de lois que je vous ai tout à l'heure énoncés. Oui. Vous avez le règlement. Le règlement, c'est les décrets, c'est les arrêtés. Ça, c'est le domaine du pouvoir exécutif. Et donc, les règlements et les lois ont vocation à clarifier les contenus de la Constitution, à l'étendre au maximum pour permettre de réglementer toutes les questions qui se posent dans la cité. C'est pour ça que le Constitution a précisé le champ de compétences de tout un chacun. Il a dit à toi, le législateur, voici ton champ de compétences. Je te demande, dans ces différents domaines, de donner les dispositions qui sont nécessaires pour réglementer la vie en société. Merci. Et toi, le président, le pouvoir exécutif, voici ton champ de compétences. Et donc, en réalité, il revient à tout un chacun de savoir quel est son rôle et finalement de le jouer le plus important en tenant compte des intérêts de la société. Mais la coutume, comme la loi, sont des éléments indispensables à la construction d'un ordre juridique cohérent et à son efficacité. Bon, j'ai envie de dire, peut-être que si se rendait compte qu'il n'a pas tous les outils pour jouer son rôle, c'est peut-être une autre question. Docteur Club Combo, Docteur Club Combo, est-ce que l'État ne gagne pas à ce que les coutumes infra-étatiques soient écrites? Je prends un exemple simple. Prenons le cas de la dot. C'est chacun qui décide le nombre de porcs que vous devez lui donner. Est-ce que l'État ne gagne pas, pour la protection des citoyens, à ce que les coutumes infra-étatiques soient écrites? Et peut-être, si vous voulez, déposer dans une chambre qu'on appellerait chambre... je ne sais pas. Bon, je vais vous surprendre. Le général de Gaulle, dans le fil de l'épée, disait que les lois sont bonnes quand elles sont obscures, complexes et imprécises. Cela donne aux détenteurs du pouvoir une flexibilité agissante. Dixit le général de Gaulle dans le fil de l'épée. Je crois que tous ceux qui sont en situation de gestion ou de pouvoir comprennent très vite que le droit est un instrument au soutien de l'exercice du pouvoir. À partir de là, tous ceux qui sont dans cette situation réagiront comme le général de Gaulle. Ouais. Quand vous êtes théoricien, vous pouvez fantasmer le droit pur. Avec quelle scène vous pouvez postuler pour que le droit soit, tout soit codifié. Mais la codification n'est pas la panacée. Parce que la codification induit la rigueur. La codification, c'est tout ce qu'il y a de plus complexe en droit, puisque une situation peut avoir des sens en termes de direction et en termes de signification que la codification seule ne permet pas d'éprouver. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que même il y a un débat aujourd'hui sur l'écriture du droit, donc la confection de la production normative. Le débat entre ceux qui estiment qu'il faut que les textes soient denses, donc des textes soient longs, des textes soient bien écrits, et ceux qui considèrent que non, ce sont des dispositions. Parce que disposer veut dire simplement essayer de saisir et pas de détailler. Il y a ceux qui sont pour le droit détaillé
pour qu'on dise, voilà, dans telle situation, il faut faire telle chose, il faut faire telle chose, il faut être précis, comme le docteur Macron était en train de développer tout à l'heure, encore que je ne suis pas constitutionnaliste, donc je ne vais pas entrer dans les débats constitutionnels, mais il essayait simplement de faire comprendre au-delà des exemples qu'il prenait, qui sont tout anecdotiques, je le crois. Il essayait de faire comprendre effectivement que c'est difficile d'avoir des textes qui sont clairs, qui ne sont pas obscurs. Mais qu'est-ce que le droit finalement? Le droit, c'est juste des dispositions permettant d'encadrer des situations sans enlever la faculté d'interprétation du juge. Parce que le juge, à partir de ce moment-là, si on a des règles qui sont très précises, qui détaillent, qui qualifient, on aura même plus sensiblement besoin des juges, puisque les textes vont tout dire. Les juges ne seront que des caisses de résonance. Donc, le droit pur, pensé par soit l'école de Hans Kelsen ou alors de Herbert Hart ou alors de Santi Romano, peu importe la posture qu'on prend, le droit pur, c'est la capacité de juste encadrer une question et de permettre à la communauté juridique, la société juridique, composée des juges, des avocats et de tous les autres, de pouvoir faire des interprétations, soit à bon droit, soit alors des interprétations par référence. Vous avez donné l'exemple tout à l'heure. Donc, l'essentiel étant que toutes les situations sociales soient juridiciables. Donc, on ne doit pas avoir une situation sociale qui ne peut pas faire l'objet d'une saisie par le droit. Donc, est-ce que tout légiférer, le tout consigné est bon? Non. Il y a des coutumes qui n'ont pas besoin de légifération. Parce que légiférer crée des obligations. Légiférer crée des obligations. Légiférer crée des interprétations qu'il n'y a pas très souvent dans des règles coutumières. Les règles coutumières ont le consensudo. Donc, l'idée ou la philosophie qu'en respectant cette pratique répétitive, on obéit à une règle de droit. Donc, c'est un élément psychologique qu'il y a très peu dans la règle de droit, puisque la règle de droit, elle est obligatoire. Elle est obligatoire. Donc, à notre sens, je crois sincèrement que ça dépend de quel type de coutume dont on parle. Si c'est la coutume internationale, si c'est la coutume juridique, on n'a pas besoin de légiférer. Maintenant, les coutumes, nos coutumes ou nos règles, nos coutumes ou nos règles nationales, je ne sais pas si c'est utiliser la politique juridique dans ces zones-là sera efficace. Parce qu'il faut déjà trouver le dénominateur commun. C'est-à-dire que trouver... Est-ce que l'État peut s'inviter dans un débat dans des pratiques coutumières et décider de manière autoritaire que, bon, désormais, pour un mariage, il faut un bœuf? Non, docteur Claude de Combo, moi je dis... Je dis les règles infra-étatiques, les coutumes infra-étatiques ne doivent-elles pas être écrites pour garantir la protection du citoyen? La question, elle est très large. Quel est l'intérêt? Enfin, c'est pas, je ne vous renvoie pas la question. L'intérêt de codifier une pratique répétitive reconnue par une communauté comme étant le droit, pour l'État, me paraît... Je n'en vois pas la pertinence. Parce que ce ne sont pas des règles étatiques. Donc l'État n'a pas d'intérêt particulier. Tant que ces règles-là ne sont pas contraires aux droits de l'État, les communautés qui ont des pratiques coutumières peuvent avoir leurs pratiques coutumières tant qu'elles ne sont pas en confrontation avec les règles étatiques. Si l'État intervient pour codifier, codifier veut dire mettre en cohérence, uniformiser, normaliser, faire en sorte que les règles s'appliquent de manière connue, même si elles sont hétéroclites, de manière connue, et qu'on puisse sanctionner une règle coutumière. Alors, ça veut dire simplement que transformer la règle coutumière en une règle de droit. Aussi simple que ça. Elle cesse d'être coutumière à partir du moment où elle est codifiée. 2 minutes, parce que je reprécise ma question. Prenons le cas de la dot. Chacun décide, en fonction de la couleur de sa fille, de son niveau d'études, de ce qu'il peut prendre
pour la dot de la fille. Et à la fois, il y a deux individus qui sont des sujets de droit, qui sont des citoyens dans une république. Qu'est-ce que l'État fait pour les protéger? Moi, je pense que je ne partage pas, en ce qui me concerne, le point de vue de Claude. Je pense que la coutume supplée en l'absence du droit écrit et que le droit écrit a vocation à tout régir, en tout cas pour tout ce qui est de la sphère de l'ordre général. Parce qu'il y a bien des questions particulières pour lesquelles les associations en compétence de régir ne viendraient pas à l'État de réglementer le fonctionnement de l'association des importateurs de vin. Qui a d'ailleurs déposé un règlement intérieur si c'est une association. Voilà, donc qui a son règlement intérieur et donc qui a donc son propre droit. Cet infradroit peut bien vivre, être dynamique et produire des effets juridiques à côté de la réglementation nationale. Mais pour tout ce qui ressortit vraiment du champ de compétences de l'en commun, je pense qu'il est nécessaire d'avoir des règles écrites. Cela permet d'avoir justement pour chacune, pour toutes les situations, une application uniforme. C'est pour ça que la loi, elle est générale, elle est abstraite, elle est impersonnelle, parce qu'elle permet de prendre en considération toutes les situations possibles dans les mêmes cas. C'est pour ça que la loi, elle est nécessaire. Et quand on tient compte de la pluralité, justement, et de la dissonance ou des contradictions qui peuvent exister entre les différentes règles coutumières, la loi devient un refuge. Seulement, je suis toujours partisan de l'ingénierie juridique. Et c'est ça qui manque beaucoup à nos systèmes juridiques qui ont tendance à recopier ce qui se fait ailleurs et qui sont très faibles en tout ce qui est processus de codification et de légistique. En ce que le droit, au-delà de transpirer l'imaginaire d'une société, refléter les valeurs dans une société, doit garantir la sécurité juridique des sujets de droit. C'est pour ça que le droit doit être accessible, c'est-à-dire que c'est un droit qu'on doit trouver. C'est l'une des caractéristiques premières de la sécurité juridique. Un droit qui existe, un droit qu'on peut trouver, un droit qu'on peut toucher et un droit qui peut agir. L'accessibilité. Deuxième élément, la stabilité. Ce droit qui existe aujourd'hui doit pouvoir exister demain. La stabilité ne veut pas dire que le droit ne change pas. C'est que s'il change, il doit pouvoir tenir compte des situations qui étaient déjà régies par le droit qui existait pour continuer à conforter et à protéger les attentes légitimes des sujets de droit. Cette stabilité des règles de droit, donc leur durabilité dans le temps est un élément qui garantit à la fois l'efficacité des dispositifs normatifs, mais aussi la sécurité des sujets de droit. Le troisième élément étant celui de la prévisibilité. Un droit doit être prévisible. Je dois pouvoir anticiper. Lorsque je veux signer un contrat, je dois pouvoir savoir que le contrat que je signe sera réglementé par telle disposition. Lorsque j'envisage, par exemple, l'importation d'une cargaison de bois, je dois savoir que quand elle arrivera dans 4 mois, voici le droit, voici l'environnement juridique dans lequel ma cargaison va arriver, et voici, par exemple, les taxes qui lui seront appliquées. Donc, ces éléments sont fondamentaux. Et donc, ce qui est l'élément peut-être déterminant pour symboliser la nécessité d'une codification des coutumes, c'est l'élément de la sécurité juridique et de la qualité du droit. On doit avoir un droit qui a vocation à régir au maximum toutes les questions de l'en commun, puisque les coutumes sont davantage segmentées. Cela ne leur enlève en rien leur qualité qui est fondamentale. La question de la stabilité de la coutume est un élément essentiel et je pense qu'il est important que la loi copie justement cette question de la stabilité pour voir comment est-ce que nous, nos lois qui sont accusées, on est accusé constamment d'inflation normative, de mauvaise qualité des dispositifs juridiques, de l'incapacité de savoir entre verbe normal, verbe transitif et verbe déonctique pour construire un énoncé qui soit normatif, parce qu'il y a des énoncés qui sont prescriptifs, d'autres qui sont, par exemple, descriptifs. C'est pas la même chose. Et donc, les verbes qui sont choisis pour produire un énoncé qui soit prescriptif ne sont pas les mêmes qui doivent être utilisés pour produire un énoncé qui est narratif ou descriptif. Et donc, il y a une mauvaise qualité du droit, des maladies du droit qui
crée aujourd'hui des situations parfois d'inefficacité de l'application des règles de droit. Le docteur Claude de Combo a cité tout à l'heure quelqu'un qui a dit que la règle de droit doit être obscure. Bon, mais cette obscurité... Le général de Gaulle. Oui, mais cette obscurité ne signifie pas que le droit est mauvais. Non, pas du tout. L'obscurité ici renvoie... D'ailleurs, pour faire un droit obscur, il faut être très intelligent. C'est-à-dire avoir la capacité à produire une règle de droit qui peut être sujette à plusieurs interprétations. C'est à ça en réalité que renvoie ici l'idée d'obscurité. Donc en réalité, c'est une clarté obscure. Le général de Gaulle, dans le fil de l'été. Je vous en prie, merci. Merci pour cet échange. Chers téléspectateurs, nous vous annonçons un prochain échange sur le service public et la puissance publique. Disons-nous à très bientôt sur Africa TV.